on m'a toujours dit que le plus grand amour d'une mère se mesurait à l'aune de ses sacrifices. J'ai fait de cette croyance la fondation de ma vie, la raison silencieuse, derrière chaque sourire forcé, chaque solitude partagée à deux. J était la gardienne d'une maison parfaite, une forteresse bâtie pour protéger mes enfants du monde extérieur. Mais que faire quand la menace n'est pas dehors, mais dedans, quand les murs que vous avez érigés avec tant de soin deviennent ceux de votre propre prison? Mon histoire n'est pas celle d'un simple divorce. C'est l'histoire de l'effondrement d'un monde et de la découverte terrifiante, puis libératrice, qu'il fallait tout détruire pour pouvoir enfin tout reconstruire. J'ai vécu des années comme la gardienne d'un château de cartes. De l'extérieur, l'image était impeccable, digne d'une couverture de magazine. La maison, avec son jardin parfaitement entretenu, ses volets bleus toujours repeints à temps. Les sourires sur les photos de famille, accrochés en une mosaïque parfaite dans le couloir, chaque cadre aligné au millimètre près. Les gâteaux d'anniversaire à étage, les chasses aux œufs de Pâques, les Noëls où le sapin touchait presque le plafond. J était l'architecte méticuleuse de cette façade, la metteuse en scène d'une pièce de théâtre intitulée « La famille heureuse ». Mais à l'intérieur, une fois les invités partis et les portes fermées, les murs étaient creux. Le silence entre mon mari et moi hurlait plus fort que n'importe quelle dispute. Nous étions devenus deux étrangers partageant un espace, des listes de courses et des responsabilités parentales. Nos conversations étaient des transactions. As-tu pensé à prendre du lait? Qui emmène Léo au judo mercredi? La chaudière fait un bruit étrange. L'amour avait déserté les lieux depuis si longtemps que j'avais oublié le son de sa voix. Je suis devenue une experte de la comédie du bonheur. Une actrice de premier plan dans le drame de ma propre vie. Je feignais de ne pas voir la distance dans son regard quand je lui parlais de ma journée. Je feignais de ne pas sentir le vide glacial dans notre lit, un gouffre de plusieurs mètres nous séparant chaque nuit. Je feignais de croire que les week-ends passés chacun de son côté, lui devant le sport à la télé, moi absorbé par le ménage, était une forme de complicité tranquille. Et j'avais la plus noble des justifications, l'excuse qui me permettait de trouver le sommeil la nuit, l'absolution que je m'accordais chaque matin devant le miroir, je faisais tout ça pour eux. Pour mes enfants. Pour Chloé et Léo. Mon mantra était un murmure constant, une prière que je me répétais dans les moments de doute. Une famille brisée détruit un enfant. Cette peur était une encre de plomb, attachée à mon âme, me retenant captive dans un océan de malheur. Je croyais, de chaque fibre de mon être, que mon sacrifice était la preuve de mon amour inconditionnel. J était prête à être un fantôme dans ma propre existence, à naviguer dans les couloirs de ma vie sans jamais vraiment y habiter, pour qu'ils aient un père et une mère sous le même toit. Je me disais que leur stabilité valait bien mon effacement. Je me persuadais que les éclats de rire qu'ils partageaient avec leur père le dimanche matin effaçaient les semaines de silence entre nous. Je confondais une structure intacte avec un foyer chaleureux. Jusqu'au jour où la vérité n'a plus demandé la permission. Elle n'a pas frappé poliment à la porte. Elle l'a défoncée. Et ce ne fut même pas un fracas spectaculaire, mais un clic subtil, presque anodin. Un soir, son téléphone, posé face contre la table de chevet, ce qui n'était pas son habitude, s'est allumé. Un simple aperçu de message sur elle, écran verrouillé. Un prénom que je ne connaissais pas, suivi de 3 petits mots qui ont fait s'arrêter mon cœur. Tu me manques. Le temps s'est figé. Le son de la télévision au salon, le bruit de la pluie contre la fenêtre, tout a disparu. Il n'y avait plus que le bourdonnement assourdissant de mon propre sang dans mes oreilles. Ce ne fut pas seulement la découverte d'une trahison. Ce fut la démolition brutale de ma raison d'être. Le sacrifice que j'accomplissais avec tant de soin, cette abnégation que je portais comme une médaille, DN, était qu'une mascarade. Une farce tragique dont J était le seul personnage à ne pas connaître la fin. Je ne protégeais pas mes enfants d'une blessure. Je vivais au cœur de la blessure. Et je les entraînais chaque jour avec moi dans l'ombre de ce mensonge. La douleur a été dévastatrice. Une vague immense qui a tout emporté sur son passage. Ma fierté, mes certitudes, mon avenir tel que je l'avais imaginé. Les premiers jours furent un brouillard de chagrin et de colère. La confrontation fut pathétique. Des dénégations faibles, puis des aveux marmonnés, et cette phrase terrible, l'arme de destruction massive de celui qui ne veut pas assumer. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais au milieu du chaos, alors que je me sentais sombrer, quelque chose de plus fort a commencé à émerger. Ce ne fut pas une décision rationnelle, mais une prise de conscience viscérale, venue de l'endroit le plus pur de mon être. Mon amour pour mes enfants. Ce fut un après-midi, quelques jours après la révélation. J était assis sur le canapé, le regard perdu, rejoint la scène en boucle dans ma tête.
Chloé, ma fille de 8 ans, est venue s'asseoir à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa tête sur mon épaule et m'a regardé. Et dans ses grands yeux si sérieux, j'ai vu le reflet de ma propre tristesse. J'ai vu une petite fille qui apprenait déjà à décoder le chagrin sur le visage de sa mère, qui apprenait que l'amour pouvait avoir ce visage-là, celui de la peine et de la résignation. Puis, le coup de grâce est venu de mon fils, Léo, 6 ans. Le soir même, en le bordant dans son lit, il m'a pris la main et m'a demandé, avec l'innocence brutale de l'enfance, « Maman, pourquoi tu ne souris plus pour de vrai ?» Point. Pour de vrai. À cet instant, la vérité m'est tombée dessus avec le poids d'une enclume. L'exemple que je leur donnais, était pas celui du sacrifice, mais de la soumission. J'apprenais à ma fille à se contenter de moins que ce qu'elle méritait, à accepter l'inacceptable au nom de la paix. J'apprenais à mon fils à être aveugle à la douleur d'une femme, à considérer comme normal qu'une mère soit un être fonctionnel mais éteint. La peur de partir pour eux a été soudainement remplacée par une terreur bien plus grande, celle de rester pour eux. Je ne pouvais pas leur infliger le spectacle d'une vie à moitié vécue. Je devais leur montrer ce que signifiait le courage. La décision de le quitter a été l'acte le plus terrifiant et le plus courageux de ma vie. Tout ce qui a suivi fut un parcours du combattant. Les nuits blanches à pleurer dans mon oreiller, rongé par la culpabilité. Les discussions difficiles avec les enfants, essayant de trouver les mots justes pour expliquer l'inexplicable sans jamais accuser leur père. Les batailles juridiques, froides et déshumanisantes, où notre vie était disséquée sur le bureau d'un avocat. Et par-dessus tout, la peur paralysante de l'avenir, de la solitude, de ne pas être à la hauteur. Il y a eu des jours où la seule chose qui me faisait tenir était la routine des allers-retours à l'école. Le simple fait de devoir préparer les petits déjeuners, de vérifier les devoirs, de faire les lacets, me maintenait en vie. Je me sentais en miettes, une mosaïque de débris de celle que j'avais été. Le regard de la société était lourd, parfois plein de pitié, parfois de jugement. Là, mère divorcée. Là, famille monoparentale. Des étiquettes qui tentaient de me définir, de me réduire à mon statut marital brisé. Mais, lentement, très lentement, dans le silence de mon nouveau petit appartement, j'ai commencé à recoller les morceaux. Était un endroit modeste, avec des murs fins, et une vue sur une cour intérieure, à des années-lumière de notre grande maison de banlieue. Les premiers temps, le vide me semblait immense. Mais peu à peu, j'ai réalisé que ce était pas du vide, était de l'espace. De l'espace pour moi. Et j'ai réalisé que les morceaux ne s'assemblaient plus de la même manière. La femme qui émergeait était plus la même. J'ai appris à changer une ampoule sans appeler personne à l'aide. À monter seul un meuble en kit en pestant contre le mode d'emploi. J'ai appris à gérer seul mes comptes, à planifier un budget, à trouver une fierté immense dans cette autonomie nouvelle. J'ai découvert le plaisir simple de ma propre compagnie. Le luxe de choisir le programme télévisé du soir. De lire un livre en entier sans être interrompu, de mettre la musique que j'aime à tue-tête en faisant la cuisine. J'ai découvert une force que j'ignorais posséder, une résilience forgée au feu de l'épreuve. La plus grande transformation cependant a été dans mon rôle de mère. Libérée de la tension constante, du poids du secret et du mensonge, je suis devenue une maman plus présente, plus authentique, plus heureuse. Nos rires dans le petit appartement sont devenus plus sonores et plus fréquents que dans la grande maison. Nos étreintes sont devenues plus sincères, nos conversations plus profondes. Nous avons créé de nouveaux rituels. Les soirées pizza sur le tapis du salon, les batailles de polochon, les discussions à cœur ouvert avant de dormir. Je leur ai montré, non pas avec des mots, mais par l'exemple, que la vie peut vous mettre à terre, mais qu'il est toujours possible de se relever. Que parfois il faut avoir le courage de quitter un endroit qui s'effondre pour construire quelque chose de nouveau, et de plus beau encore. La maison qui était écroulée, a laissé place à un foyer. Un foyer bâti non pas sur les fondations fragiles d'une obligation ou d'une apparence, mais sur les piliers solides du respect, de l'honnêteté, et surtout, de l'amour de soi. Aujourd'hui, je ne suis pas la femme qui a survécu à un divorce. Je suis la femme qui en a été libérée. La douleur a été la sage-femme de ma nouvelle identité. Elle m'a forcée à naître à moi-même. Les cendres de mon mariage n'ont pas été la fin de mon histoire. Elles ont été le terreau fertile, où j'ai enfin pu épanouir, où j'ai pu planter les graines de la femme que j'étais vraiment. Et la plus grande leçon que j'ai enseignée à mes enfants n'était pas de maintenir une famille unie à n'importe quel prix. La plus grande leçon, c'est que le courage, ce n'est pas de supporter l'insupportable, mais de se battre pour son propre bonheur. Parce qu'une mère épanouie, une mère qui sourit, pour de vrai,
vaut bien mieux pour ces enfants que deux parents qui se partagent un toit, mais pas un cœur. La maison que j'ai rebâtie, ce n'est pas celle avec des murs et un toit. C'est moi. Avant de bâtir une forteresse pour protéger ma famille, avant même de poser la première pierre, il y a eu un terrain vierge, un sol plein de promesses, il y a eu nous. Et se souvenir de ce « nous » originel, c'est peut-être la chose la plus douce et la plus douloureuse qui soit. Notre histoire a commencé par une journée de pluie tenace sur Paris. L'une de ces pluies fines et grises qui vous donnent envie de vous réfugier dans un endroit chaud et réconfortant. J'avais trouvé le mien dans un petit café près du canal Saint-Martin. Un de ces lieux avec des tables en bois usé, une odeur de café et de vieux livres, et une lumière si douce qu'elle semblait tout pardonner. J était étudiante plongée dans un roman Le monde extérieur réduit au son des gouttes sur la vitre. Et puis il est entré. Il n'a pas fait une entrée fracassante, non. Il a juste secoué son parapluie, passé une main dans ses cheveux sombres et humides, et son regard a balayé la salle. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il y a eu cette microseconde de suspension, ce moment où le temps hésite. Il a souri. Pas un grand sourire hollywoodien mais un sourire en coin, presque timide, qui disait à la fois « Bonjour et je vous ai vu ». Ma première impression de lui était un sentiment de calme. Il dégageait une assurance tranquille, une force qui n'avait pas besoin de s'imposer. Il s'est assis à une table non loin de la mienne, a commandé un café noir et a sorti un carnet de croquis. Je prétendais lire, mais mes yeux revenaient sans cesse vers lui, vers ses mains, qui dessinaient avec une concentration intense, vers la façon dont il pinçait les lèvres, quand une ligne ne lui plaisait pas. Ce qui m'a attiré, ce N, était pas un charme tapageur, mais une profondeur. Il semblait habiter son propre monde, un monde riche et fascinant dans lequel j'ai eu une envie irrépressible de pénétrer. À cette époque il était la promesse incarnée, il était passionné, curieux de tout. Nos premières conversations étaient des feux d'artifice. On pouvait parler pendant des heures de cinéma, de philosophie, de nos rêves les plus fous, sans jamais voir le temps passer. Il avait cette qualité rare, il savait vraiment écouter. Quand je parlais, il me regardait comme si J était la personne la plus intéressante sur Terre, se souvenant de détails que j'avais moi-même oubliés. Il était l'homme des petites attentions qui signifient tout. Le texto juste pour savoir si J était bien rentré, la fleur sauvage cueillie sur le bord d'un chemin, mon morceau de musique préféré qu'il mettait dans la voiture. Il me faisait me sentir vue, comprise, et infiniment précieuse. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Sur un coup de tête, un vendredi soir, il m'a dit « Viens, je t'emmène voir la mer ». Nous avons roulé toute la nuit. Presque sans parler. Juste avec la musique et le sentiment exaltant de fuir le monde. Nous sommes arrivés à Étretat, au lever du soleil. Le ciel était rose et orange, les falaises se dressaient comme des géants endormis. Nous avons marché sur la plage de Galets, le vent salé fouettant nos visages. Arrivé au sommet de la falaise d'Aval, avec la mer immense à nos pieds, il a pris mon visage entre ses mains. Le vent faisait voler mes cheveux, j'avais froid, mais son regard me réchauffait de l'intérieur. Il n'a pas fait de grandes déclarations. Il a juste dit, sa voix presque couverte par le bruit des vagues. « Regarde. C'est ça que je veux construire avec toi. Quelque chose d'aussi grand, d'aussi solide et d'aussi beau que ça. » À cet instant sur cette falaise, j'ai cru en chaque mot. J'ai cru que notre amour était aussi inébranlable que ces roches millénaires, aussi infini que l'horizon. J'ai cru que nous étions le début d'une épopée. Je me suis accroché à cette image, à cette promesse, pendant des années. Était la fondation sur laquelle j'allais tout bâtir, sans savoir que même les falaises les plus majestueuses peuvent être érodées par le temps, jusqu'à finir par s'effondrer. La promesse faite au sommet de cette falaise est devenue notre feuille de route. La transition de l'amour passionné à la vie construite à deux, s'est faite avec une évidence déconcertante, comme si nous suivions un courant naturel qui nous portait l'un vers l'autre. Nous n'étions plus seulement deux amants, nous étions devenus des architectes. Les architectes de notre futur. La demande en mariage n'a pas eu lieu à Étretat, ni dans un grand restaurant étoilé. Elle a eu lieu un mardi soir ordinaire, dans notre premier appartement, un petit 2 pièces sous les toits de Paris. Nous étions entourés de cartons à moitié déballés et de pots de peinture. L'air sentait le neuf, le plâtre frais et la promesse. Nous venions de passer la journée à peindre le mur du salon d'un bleu profond, couleur d'océan. Épuisés mais heureux, nous mangions une pizza à même le carton, assis par terre sur un vieux drap. Il était silencieux depuis un moment, son regard perdu sur le mur que nous venions de créer.
Puis, il s'est tourné vers moi. Il n'avait pas de bague dans un écrin de velours. Il avait son carnet de croquis. Celui-là même qu'il avait le jour de notre rencontre au café. Il l'a ouvert à une page blanche. Avec un simple crayon, il a commencé à dessiner. Il a dessiné les contours de notre petit appartement, puis une maison plus grande, avec un jardin. Il a dessiné 2 petites silhouettes tenant la main d'une plus grande, puis une balançoire accrochée à un arbre. Chaque trait était une projection de nos conversations nocturnes, de nos rêves murmurés dans l'obscurité. Quand il a eu fini, il a tourné le carnet vers moi. Sous le dessin de cette vie qu'il venait d'esquisser, il avait écrit, de son écriture ronde et appliquée, « Veux-tu peindre le reste des murs avec moi ?» Point. Mes larmes ont coulé avant même que j'aie pu dire « oui ». Ce N était pas une question sur le mariage, était une question sur la vie. Et ma réponse était la chose la plus certaine que j'ai jamais ressentie. Les premières années de notre mariage ont été cette promesse en action. Elles ont eu le goût de la peinture fraîche et l'odeur du café du matin. Nous étions une équipe soudée, mue par une énergie folle. Nous avons économisé sou par sou pour acheter cette maison avec les volets bleus et le petit jardin dont il avait dessiné l'esquisse. Je me souviens encore du jour où nous avons eu les clés. Nous nous sommes tenus sur le seuil, main dans la main, regardant les pièces vides qui n'attendaient que nos rires, nos disputes et nos vies pour se remplir. Nos rêves étaient entrelacés. Il voulait lancer son propre studio de design graphique, et je l'encourageais, passant des nuits à l'aider à monter son portfolio. Je voulais voyager, voir le monde, et il épinglait des cartes sur un grand tableau de liège dans le bureau, traçant des itinéraires imaginaires pour plus tard. Mais notre rêve le plus grand, le plus profond, était celui qui se cachait dans le dessin de son carnet, fonder une famille. Nous voulions que cette maison résonne du bruit de pas d'enfants, que les murs que nous peignons avec tant de soin deviennent la toile de fond de leurs souvenirs. Et il y a eu tant de bonheur. Un bonheur si pur, si éclatant qu'il semblait impossible qu'il puisse un jour s'estomper. Il y a eu des dîners improvisés, avec des amis où nous refaisions le monde jusqu'à l'aube. Des vacances en Italie où nous nous sommes perdus dans les ruelles de Florence. Des dimanches passés au lit à ne rien faire d'autre que s'aimer. Mais s'il y a un souvenir qui incarne le sommet de notre amour, son apogée absolu, c'est un dimanche matin, environ 1 an après la naissance de Chloé. Il n'y a pas eu d'événements spectaculaires, juste un moment de grâce parfaite. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les rideaux de notre chambre, dessinant des bandes de lumière sur le parquet. L'odeur du café qu'il venait de préparer montait doucement du rez-de-chaussée. J était à moitié endormie, Chloé, qui devait avoir à peine 1 an, dormait profondément entre nous, sa petite main potelée agrippée à mon doigt. Il est revenu dans la chambre, 2 tasses à la main, il s'est glissé dans le lit sans faire de bruit pour ne pas la réveiller. Il n'a rien dit. Il m'a juste tendu une tasse. Et nous sommes restés là, en silence, à la regarder dormir. On pouvait entendre le son régulier de sa petite respiration, le chant des oiseaux dans le jardin. Dans ce silence, tout était dit. Son regard posé sur moi puis sur notre fille, était chargé d'une tendresse, d'une admiration et d'un amour si profond, que c'en était presque douloureux. Était un regard qui disait, « Regarde ce que nous avons fait. Regarde notre chef d'œuvre. » J'ai senti une vague de plénitude m'envahir. Un sentiment de perfection si intense, qu'il m'a coupé le souffle. Tous les morceaux du puzzle de ma vie étaient assemblés. Elle, étudiante solitaire dans le café, la jeune femme amoureuse sur la falaise, elle, épouse dans l'appartement en travaux. Toutes les versions de moi avaient mené à cet instant précis. Nous étions un univers à nous 3. Dans cette chambre baignée de lumière, avec l'odeur du café et le souffle de mon enfant, j'ai touché du doigt, éternité. J était exactement là où je devais être. J était chez moi. Et je croyais, de toute mon âme, que ce sentiment ne me quitterait jamais. Le souvenir de ce dimanche matin parfait, je l'ai conservé comme une relique précieuse, un talisman contre le temps qui passe. Je le sortais dans les moments de doute, je le polissais pour lui redonner son éclat, me persuadant que son existence suffisait à prouver que tout allait bien. Mais un talisman ne peut pas arrêter une marée. Et la marée montait, silencieuse et implacable. Il est impossible de dater avec précision le jour où la première fissure est apparue. Les fondations d'un amour ne cèdent pas en un instant. C'est un processus lent, insidieux. Une érosion. Je crois que tout a commencé à changer après la naissance de Léo. Notre 2e enfant. Avec Chloé, nous étions encore un couple avec un enfant. Avec Léo, nous sommes devenus une institution familiale. Les nuits sont devenues plus courtes, les journées plus chaotiques. La fatigue s'est installée comme une brume permanente, émoussant les couleurs de notre vie. Les premiers signes n'étaient pas des tremblements de terre, mais des vibrations à peine perceptibles.
ses retours du travail se sont faits de plus en plus tardifs. Au début, C était un gros dossier à boucler, une justification que j'acceptais sans discuter, admirant son dévouement. Puis ces exceptions sont devenues la norme. Le studio de design qu'il avait monté avec tant de passion, notre projet commun, est devenu son royaume, sa forteresse, un lieu où je haine était plus la bienvenue. Les conversations ont changé de nature, le nous a commencé à se scinder en un tu et un je. Nos échanges, autrefois des explorations infinies, se sont réduits à de la pure logistique. N'oublie pas d'acheter du pain, qui récupère Chloé à la danse, la facture d'électricité a augmenté. Il avait cessé de me demander comment était passée ma journée. Et moi, par une sorte de mimétisme douloureux, j'avais cessé de lui poser la question. Nous étions devenus les co-gérants efficaces d'une petite entreprise familiale. Mais les amants, les complices, étaient évanouis. Les petites attentions, ces gestes qui sont le langage secret de l'amour, ont disparu un par un. Plus de fleurs cueillies, plus de textos en pleine journée, plus de mains cherchées dans la pénombre du cinéma. Un soir, j'ai essayé de lui prendre la main alors que nous regardions un film. Sa main est restée inerte dans la mienne, passive, avant qu'il ne la retire doucement sous prétexte de se gratter le bras. Ce geste anodin a été comme une gifle. Le contact physique, qui avait été notre premier langage, était devenu une formalité, voire une corvée. Le vide dans notre lit N était plus seulement un espace. C était un gouffre glacial qui, élargissait chaque nuit. Le changement le plus profond, le plus destructeur, N, était pas dans l'absence, mais dans la présence. Son calme s'est mué en une irritabilité sourde. Son écoute attentive a été remplacée par une impatience à peine voilée. Tout ce qu'il avait autrefois admiré en moi est devenu une source d'agacement. Ma sensibilité était devenue de l'hystérie. Mon enthousiasme, de la satrare naïveté. Mon besoin de parler. Du drame. Je me souviens d'une scène, une parmi tant d'autres, qui a gravé cette nouvelle dynamique au fer rouge dans ma mémoire. J'avais passé des semaines à repeindre la chambre de Léo, à chercher des idées, à chiner des petits meubles pour lui créer un univers. J était si fier du résultat. Quand il est rentré ce soir-là, je l'ai attiré par la main, le cœur battant d'excitation, comme une enfant qui veut montrer son dessin. « Regarde, qu'est-ce que tu en penses ? » Il est resté sur le seuil, les bras croisés, le regard balayant la pièce sans s'y attarder. Il n'a pas dit que C. Porriken était moche. C. était bien pire. Il a haussé un sourcil et a dit, d'un ton las, « Tu as vraiment que ça à faire de tes journées ? » Le monde s'est écroulé sous mes pieds. La joie qui m'animait quelques secondes plus tôt s'est transformée en une honte brûlante. En une seule phrase, il avait réduit ma passion, mon amour, mon investissement, à une futilité de femme au foyer désœuvré. Il n'avait pas crié, il n'avait pas insulté, il avait simplement dévalué mon existence. C'est devenu son arme favorite. Le mépris poli. La critique déguisée en conseil. La manipulation douce. Il me faisait douter de moi, de mes compétences, de mes émotions. Il justifiait toujours son attitude par le stress, la pression de son travail. « Tu ne te rends pas compte de ce que je dois gérer ?» disait-il, me renvoyant à ma petite vie domestique, insignifiante en comparaison. J'ai commencé à marcher sur des œufs, j'anticipais ses humeurs, je choisissais mes mots, j'ai étouffé mes propres désirs pour ne pas le contrarier. La gardienne de la maison parfaite est devenue la gardienne de sa paix fragile, au détriment de la mienne. Je me suis effacé, petit à petit, convaincu que était mon rôle, que mon amour se mesurait à ma capacité à absorber sa noirceur pour préserver l'harmonie. Et puis, la trahison est venue, pas comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, mais comme l'inondation inévitable après des semaines de pluie. Les soupçons étaient là, flottants, impalpables. Ce téléphone qu'il ne quittait plus, qu'il emmenait même aux toilettes. Ces réunions tardives, qui se multipliaient. Ce parfum inconnu sur une de ses chemises, que j'ai d'abord mis sur le compte d'une collègue dans l'ascenseur. Je repoussais la vérité, je lui trouvais 1000 excuses. Parce que l'affronter était tout simplement impensable. L'affronter signifiait admettre que mon château de cartes, celui pour lequel je sacrifiais tout, n'avait jamais été qu'une illusion. La découverte n'a pas été le fruit d'une fouille ou d'une crise de jalousie. Elle est venue à moi, un soir d'automne, avec une simplicité presque cruelle. Les enfants étaient couchés. J était dans la cuisine, en train de ranger. Il était sous la douche. Son téléphone, qu'il avait pour une fois oublié sur la table de la cuisine, s'est allumé. Il était posé face vers le haut. Je n'ai pas cherché à le prendre. J'ai juste baissé les yeux. Et j'ai vu. Elle, écran verrouillé, affichait l'aperçu d'un message WhatsApp.
Un prénom féminin que je ne connaissais pas. Et ces quelques mots, qui ont fait imploser mon univers en silence? J'ai adoré notre après-midi. J'ai encore ton odeur sur moi. Le temps s'est arrêté. Le bruit du lave-vaisselle, le tic-tac de l'horloge murale, tout a été aspiré dans un vortex silencieux. Je sentais le carrelage froid sous mes pieds, mais je ne sentais plus mon corps. Il n'y avait plus que ces mots, gravés au laser sur ma rétine. Ce N n'était pas une question, ce N n'était pas une suspicion. C était un fait. Brutal. Clinique définitif. Ma première réaction n'a pas été la colère. Ce fut un froid polaire. Un calme terrifiant qui s'est emparé de moi. J'ai fini de ranger l'assiette que je tenais dans ma main. J'ai fermé la porte du lave-vaisselle. J'ai essuyé le plan de travail. Des gestes automates, comme si une partie de moi essayait désespérément de maintenir l'ordre alors que tout à l'intérieur N était que chaos. Quand il est descendu, les cheveux humides, enroulés dans une serviette, il m'a souri. Ça sent bon, qu'est-ce que tu as préparé pour demain? Point. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était. Un étranger. J'ai pointé le téléphone du doigt, sans un mot. Son sourire s'est figé. Il a vu ce que j'avais vu. La panique a traversé son regard, suivie d'une tentative maladroite de la dissimuler. La confrontation a été sordide. D'abord, les dénégations absurdes. C'est une collègue. C'est une blague entre nous. Puis, face à mon silence de marbre, les demi-aveux. Ce n'est rien d'important, ça n'a duré qu'un temps. Il a essayé de minimiser, de réduire des mois, peut-être des années de mensonges, à une simple erreur de parcours. Et enfin, quand il a compris que je ne céderais pas, il a sorti l'arme ultime, celle qui retourne la culpabilité. Ces derniers temps tu étais si distante. On ne se parlait plus. J'avais besoin de me sentir vivant. Il a réécrit notre histoire me faisant porter la responsabilité de sa fuite. Le problème, ce N, était pas sa trahison. Le problème, était moi. J'ai encaissé chaque mot comme un coup de poing. Mais le coup de grâce, la phrase qui a achevé de me briser, a été prononcée sur le ton du plus grand des clichés, avec une sincérité feinte qui la rendait encore plus monstrueuse. Il m'a pris les mains, que j'ai aussitôt retirées, et a dit, les yeux implorants, « Crois-moi, je ne voulais pas te faire de mal. » À cet instant j'ai compris. J'ai compris que le mal qu'il m'avait fait était si insignifiant à ses yeux qu'il ne l'avait même pas considéré comme une conséquence possible de ses actes. Mon sacrifice, mes efforts, mes nuits blanches, mon effacement volontaire pour le bien de notre famille. Tout cela n'avait été qu'un décor pour sa double vie. Je N était pas sa partenaire. J était devenue une commodité. La gardienne de sa maison, la mère de ses enfants. Une fonction. Et les fonctions, on ne se soucie pas de leur faire du mal. La falaise D, Étretat, notre promesse D, éternité, venait de s'effondrer dans la mer, et je me noyais dans les décombres. Après la phrase de mon fils, « Maman, pourquoi tu ne souris plus pour de vrai ?» Le mensonge dans lequel je vivais N, était plus un refuge, C, était une cage. La prise de conscience n'a pas été une illumination douce, mais une déflagration intérieure. Chaque jour passé après la découverte de sa trahison était une torture silencieuse. Nous vivions sous le même toit, mais à des millions d'années-lumière l'un de l'autre. L'air était lourd, saturé de non-dits et de ressentiments. Il essayait d'agir comme si de rien N était, avec des tentatives maladroites de gentillesse qui sonnaient faux, qui sentaient la culpabilité. Chaque fifte ça va, de sa part était une insulte à mon intelligence et à ma douleur. La goutte d'eau n'a pas été un cri, une dispute de plus ou une nouvelle preuve. Ce fut un silence. Un soir, environ une semaine après la révélation, les enfants étaient couchés. J était dans le salon, pliant machinalement du linge sur le canapé. Il est entré dans la pièce, s'est servi un verre de vin, et a allumé la télévision sur un match de foot. Il s'est assis dans son fauteuil, le regard fixé sur elle, écran, et il a soupiré de contentement, comme si était un soir ordinaire. Et dans ce soupir j'ai tout entendu, j'ai entendu son soulagement. Le soulagement de celui qui pense que la crise est passée, que j'avais pleuré, que j'allais pardonner, et que tout allait rentrer dans l'ordre. Il pensait que j'allais, une fois de plus, ravaler ma peine, et remettre le masque de la gardienne de la maison parfaite. Il ne me voyait plus. Il ne voyait plus ma souffrance, il ne voyait que la perturbation que ma souffrance causait à son confort. J était redevenu un meuble dans le décor de sa vie. J'ai arrêté de plier le t-shirt de mon fils que je tenais entre les mains. Je l'ai posé délicatement sur la pile. J'ai senti un calme glacial m'envahir. La peur avait disparu, remplacée par une certitude absolue, aussi pure et dure que le diamant.
Je me suis levée, j'ai pris la télécommande sur la table basse et j'ai éteint la télévision. Le son s'est coupé net. Il s'est tourné vers moi, l'air surpris puis agacé. « Hé !» Je regardais. Je suis restée debout devant lui. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était basse, posée, et venait d'un endroit si profond en moi que je ne la reconnaissais pas tout à fait. « C'est fini. » Il a froncé les sourcils. « Fini quoi, le match ? » Non. Nous. Je veux le divorce. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Divorce. Un mot que je était interdit de penser pendant des années. Un mot tabou. Il a d'abord eu un petit rire nerveux. Arrête tes bêtises, tu es juste fatigué. Ce sont les nerfs. Puis, en voyant que je ne bougeais pas, que mon visage était un masque de détermination, son expression a changé. La surprise a laissé place à l'incompréhension, puis à la panique, et enfin à la colère. Le divorce ? Mais tu es folle ? On ne divorce pas comme ça. Tu penses aux enfants ? Tu veux détruire notre famille pour une stupide histoire ? Notre famille est déjà détruite, ai-je répondu, toujours avec ce calme terrifiant. Je refuse de leur apprendre que l'amour c'est ça. Que la vie d'une femme c'est ça. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire. Il a refusé de quitter la maison, espérant me faire changer d'avis. Nous étions deux fantômes se croisant dans les couloirs, évitant du regard. L'atmosphère était irrespirable. Je dormais dans la chambre d'amis, la porte verrouillée, non pas par peur de lui, mais par peur de ma propre faiblesse. Le plus dur était de jouer la comédie devant les enfants le matin au petit déjeuner. Ils sentaient la tension, ils étaient plus silencieux, plus observateurs. Leurs regards inquiets étaient des poignards dans mon cœur. Ma famille a réagi avec une tristesse mêlée d'inquiétude. Ma mère m'a dit, « Es-tu sûre, ma chérie ? Un mariage, ça se répare. » Certains amis ont pris parti, d'autres se sont prudemment éloignés, ne sachant comment gérer la situation. Je me sentais terriblement seule, mais cette solitude était paradoxalement une source de force. Pour la première fois, je ne prenais une décision que pour moi, et pour le bien-être réel de mes enfants. C'est moi qui suis partie. Un samedi matin, pendant qu'il était sorti, j'ai fait quelques valises, le strict nécessaire pour nous trois, et j'ai emmené les enfants chez ma sœur. Le trajet en voiture a été l'un des plus longs de ma vie. À chaque kilomètre, je sentais le poids de la culpabilité, mais aussi la légèreté naissante de la liberté. Le processus de divorce a commencé par une promesse de séparation à l'amiable, qui a volé en éclats en moins d'une semaine. Dès que les avocats sont entrés dans la danse, tout est devenu une arme. La maison, l'argent, et même les enfants. Il s'est battu, non pas par amour, mais par orgueil blessé. Il ne pouvait pas accepter que ce soit moi qui mette fin à notre histoire. Chaque lettre de son avocat était une nouvelle tentative de me déstabiliser, de me faire sentir incompétente, de me punir d'avoir osé partir. Le moment le plus difficile, celui qui reste gravé dans ma mémoire comme une cicatrice, a été la conversation avec Chloé et Léo. Nous nous étions mis d'accord pour leur annoncer ensemble, dans un lieu neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, un dimanche après-midi. Le soleil brillait, d'autres familles riaient autour de nous. C'était surréaliste. Nous nous sommes assis sur un banc. J'ai pris Léo sur mes genoux, et il a mis une main maladroite sur l'épaule de Chloé. Les mots étaient difficiles à trouver. C'est moi qui ai commencé. La gorge nouée. Papa et moi, on s'aime beaucoup, mais parfois les adultes ne s'aiment plus de la même façon. On a décidé qu'il serait mieux pour tout le monde si on ne vivait plus dans la même maison. Le visage de Chloé s'est fermé. Elle, si mature pour son âge, a fixé un point au loin. Léo, lui, a posé sa petite main sur ma joue et a demandé. « Mais vous serez toujours nos parents ? » Point. Cette question, si simple et si essentielle, m'a fait fondre en larmes. Toujours mon trésor. Ça ne changera jamais. Mais c'est la question suivante de Chloé qui m'a achevé. Elle s'est tournée vers son père, le regard dur. « C'est à cause de la dame au téléphone ? » Point. Mon mari est devenu blême. J'ai senti le monde basculer. Je n'avais jamais parlé de ça devant elle. Mais les enfants voient tout, entendent tout, ressentent tout. Ce jour-là dans ce parc, j'ai compris que mon sacrifice pour les protéger avait été vain. Ils vivaient déjà au cœur de la blessure. Des mois plus tard, le jour de la signature des papiers du divorce est enfin arrivé. Nous étions dans le bureau glacial de mon avocate. La pièce sentait le papier et le café froid. Il était assis en face de moi. Le regard fuyant. Nous n'avions pas échangé un mot, l'avocate a poussé les documents vers moi. Il faut signer ici, et là. J'ai pris le stylo. Il semblait peser une tonne.
En le tenant au-dessus du papier, toute notre histoire a défilé devant mes yeux. La rencontre sous la pluie, la falaise D, Etretat, le dessin dans le carnet, le bonheur dans la chambre ensoleillée avec notre bébé. Une vague de tristesse immense m'a submergé. Je ne signais pas seulement la fin d'un mariage. Je signais l'acte de décès d'un rêve, de la femme que j'avais été, de la vie que j'avais cru construire pour l'éternité. Mes doigts tremblaient. J'ai levé les yeux vers lui une dernière fois, cherchant peut-être un vestige de l'homme que j'avais aimé. Je n'ai vu qu'un étranger, amer et fatigué, et j'ai signé, mon nom tracé d'une main un peu hésitante, sur la ligne de points. Puis, une fois le stylo reposé, je n'ai pas ressenti ce que j'avais anticipé. Ni la joie triomphante, ni le désespoir absolu. J'ai ressenti un calme profond. C était un soulagement, oui, mais un soulagement teinté de mélancolie. C était la fin d'une guerre épuisante. Et C était le début d'un chemin inconnu, terrifiant, mais qui, pour la première fois depuis des années, était le mien. En sortant du bureau, le soleil m'a ébloui. J'ai inspiré profondément. L'air n'avait jamais semblé si frais. La cage était ouverte. Mais l'oiseau avait oublié comment voler. Les premiers mois de ma nouvelle vie ont ressemblé à ça. Un mélange paradoxal de soulagement immense et de vertige terrifiant. Dans mon petit appartement, le silence était mon nouveau colocataire. Parfois, il était apaisant, un baume sur des années de tension. Je pouvais lire pendant des heures, sans être interrompu, je pouvais écouter la même chanson en boucle, en cuisinant, je pouvais laisser mes chaussures au milieu du salon. Étaient des libertés minuscules, presque ridicules, mais elles avaient le goût enivrant de la reconquête. Mais d'autres fois, surtout le soir, une fois les enfants couchés, le silence devenait un monstre. Il me renvoyait à ma solitude, à Siniel, écho de mes propres pas sur le parquet. Chaque décision, de la plus banale à la plus importante, reposait entièrement sur mes épaules. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comment vais-je payer cette facture imprévue? Et si Léo a de la fièvre en pleine nuit? J était le seul capitaine à bord, et certains soirs, l'océan me paraissait bien trop grand, bien trop menaçant. J'ai pleuré. J'ai pleuré la fin de mon mariage, bien sûr, mais j'ai surtout pleuré la fin du rêve. J'ai pleuré la femme que j'avais été, celle qui croyait en beau vol, éternité des falaises D, Etretat. Faire le deuil de cette femme-là a été l'étape la plus douloureuse de toutes. La guérison n'est pas venue d'un coup de baguette magique. Elle a été un travail de fourmi, une reconstruction brique par brique. La première brique a été de demander de l'aide. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapie, la gorge serrée par la honte. 7 heures par semaine est devenue ma bouée de sauvetage. Un espace où je pouvais déposer ma colère, ma culpabilité, ma peine, sans être jugé. J'ai appris à déconstruire le mythe du sacrifice, à comprendre que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Ensuite, j'ai recommencé à nourrir mon âme, que j'avais laissé mourir de faim pendant si longtemps. J'ai renoué avec les amis que j'avais délaissés, absorbés par ma vie de famille parfaite. Ces soirées à refaire le monde autour d'un verre de vin, ces fous rires qui me faisaient mal aux côtes, m'ont rappelé qui, Jérénora, était avant d'être une épouse. Et puis je me suis inscrite à un cours de poterie. Le contact avec la terre, le geste de créer quelque chose de beau à partir d'une masse informe. C'était une métaphore parfaite de ce que je vivais. Chaque semaine, en pétrissant l'argile, je me réparais. Je façonnais des bols, des tasses, des objets imparfaits, uniques, mais qui étaient le fruit de mes propres mains. J'apprenais à trouver la beauté dans l'imperfection. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec celle des magazines. Je vis toujours dans ce petit appartement, qui n'est plus un lieu de passage, mais mon sanctuaire. Les murs sont couverts des dessins de mes enfants, et de mes poteries bancales. Il y a des traces de feutre sur la table basse, et un désordre joyeux qui témoigne de nos vies. Ma routine est simple, mais elle est à moi. Elle est faite de petits déjeuners animés, de courses à elle, école, de journées de travail intenses. J'ai repris une formation et trouvé un emploi qui me passionne, et de soirées calmes, où l'on se blottit tous les trois sur le canapé pour regarder un dessin animé. La femme que je suis devenue n'est plus une gardienne. C'est une bâtisseuse. J'ai appris que ma sensibilité n'est pas de l'hystérie, mais une force. Que mon besoin de parler n'est pas du drame, mais un désir de connexion. J'ai appris à faire confiance à mon intuition, à poser mes limites, à dire non, sans me sentir coupable. J'ai appris que je suis capable de bien plus que ce que j'ai jamais cru. Changer une ampoule, monter un meuble, gérer un budget. Chaque petite victoire a renforcé ma confiance en moi. J'ai appris sur l'amour la plus essentielle des leçons. Il ne doit jamais vous demander de vous éteindre pour faire briller l'autre.
Le véritable amour est une lumière partagée. Et le pardon, pendant longtemps la colère a été mon carburant, elle me protégeait de la tristesse. Mais la colère est un poison que l'on boit, en espérant que l'autre meure. Un jour j'ai compris que pardonner N était pas un cadeau que je lui faisais à lui. Était un cadeau que je me faisais à moi-même. Je n'ai pas pardonné la trahison, j'ai pardonné à la situation d'avoir existé. J'ai pardonné à la jeune femme naïve que était de ne pas avoir vu les signes. J'ai lâché prise sur le ressentiment pour faire de la place à la paix. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite rien du tout. Il fait partie de mon histoire, mais il écrit plus mes chapitres. Quand je regarde vers l'avenir, je ne vois plus un vide angoissant. Je vois une page blanche. Je ne suis pas à la recherche d'un nouvel amour, mais je n'y suis pas fermé. La différence, c'est que je ne cherche plus quelqu'un pour me compléter. Je suis déjà complète. Si quelqu'un doit entrer dans ma vie, ce sera pour partager une plénitude, pas pour combler un manque. Mon énergie est concentrée sur mes enfants, sur mon travail, sur mes amitiés, sur cette vie que je construis chaque jour. L'autre jour, en bordant Léo, il m'a regardé avec ses yeux sérieux et m'a dit « Maman, j'aime bien quand tu ris comme ça, on dirait que ça fait des étincelles. » Point. Pour de vrai. Ces étincelles, ce sont les débris de mon ancienne vie qui ont pris feu pour éclairer la nouvelle. Le plus grand amour d'une mère ne se mesure pas à ses sacrifices. Il se mesure à l'authenticité et à la joie qu'elle est capable de transmettre. La maison que j'ai mis tant d'énergie à protéger s'est effondrée. Mais sur ces ruines, j'ai enfin bâti mon foyer. Et ce foyer, ce n'est pas fait de murs. C'est moi. Si je pouvais remonter le temps et m'asseoir à côté de cette femme que j'étais, cette gardienne angoissée de son château de cartes, que lui dirais-je? Je ne la jugerais pas. Je ne lui reprocherais pas sa cécité volontaire. Je lui prendrais simplement la main, et je lui murmurais à l'oreille, avec toute la tendresse du monde. Écoute. Écoute le silence qui hurle entre ces murs que tu astiques avec tant de soin. Il n'est pas vide, il est plein de la vérité que tu t'interdis d'entendre. Ton sacrifice n'est pas une preuve d'amour, c'est une lente disparition. Et tes enfants n'ont pas besoin d'une martyre qui éteinte à petit feu. Ils ont besoin d'une mère vivante, une mère qui respire, qui rit pour de vrai. Je lui dirais que la fissure dans la falaise d'Étretat n'est pas une tragédie, mais une invitation à regarder la mer autrement, à comprendre que la solidité n'est pas dans l'immobilité, mais dans la capacité à changer. Je lui dirais que la peur de tout briser est une montagne, oui, mais que le courage qu'elle trouvera de l'autre côté est un océan. Je lui dirais, tu crois protéger une structure, mais tu leur enseignes à confondre la cage avec un foyer. Laisse-toi tomber. Tu découvriras que non seulement tu sais nager, mais que tu peux aussi construire ton propre bateau. Et surtout, tu découvriras que la seule maison qui vaille la peine être protégée à tout prix, celle qui ne doit jamais s'effondrer, c'est toi. Et à vous. À vous qui, peut-être, en écoutant mon histoire, avez senti un écho douloureux résonner dans votre propre poitrine. À vous qui marchez sur des œufs dans votre propre salon, qui forcez des sourires devant le miroir en vous répétant que c'est pour les enfants. Je veux vous dire ceci, du plus profond de mon cœur. Votre bonheur n'est pas un caprice. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est l'air que respirent vos enfants. Ils n'apprendront pas l'amour dans le silence glacial d'un couple qui ne se regarde plus. Ils l'apprendront dans les éclats de vos yeux. Quand vous serez enfin alignés avec vous-même. Quand vous vous autoriserez à être heureuse. Partir n'est pas toujours la seule solution. Mais se choisir, c'est toujours le début de la solution. La reconstruction est un chemin. Il est long, il est semé de doutes, de culpabilité et de larmes. Mais chaque pas, même le plus petit, est un pas vers vous. Le jour où vous montrez seul cette étagère, où vous rirez aux éclats au téléphone avec une amie, où vous vous surprendrez à chanter à tue-tête dans votre voiture, ce jour-là, vous saurez que vous êtes en train de rebâtir. La fin d'une histoire n'est pas un échec, c'est une libération. C'est l'opportunité de prendre le stylo et de commencer à écrire la vôtre, avec vos propres mots, vos propres couleurs. La plus belle leçon que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez, le plus grand héritage, ce n'est pas de rester à tout prix. C'est de leur montrer comment on se relève, comment on rassemble ces morceaux, même quand ils sont tranchants. Et comment, avec les débris de son ancienne vie, on peut construire non pas un mur, mais un vitrail. Un vitrail plus solide, et qui, enfin, laisse magnifiquement passer la lumière.